Le sacrifice, c'est la foi que l'être peut être transformé par le devenir. Le sacrifice, c'est donc la foi d'imaginer que demain puisse être différent d'aujourd'hui si l'on accepte de sacrifier quelque chose, de perdre quelque chose aujourd'hui pour avoir plus dans le futur. Lorsque les gens partagent avec les autres membres de leur communauté, avec ceux qui ont moins dans leur tribu, c'est parce qu'ils savent que dans le futur, quand eux-mêmes ne seront pas capables, fatigués, malades ou tout simplement vieux, ils pourront compter sur les autres membres de leur tribu. En laissant une partie de côté, ils peuvent espérer que le futur soit meilleur. Jordan Peterson nous donne 12 conseils pour mieux vivre. Dans son livre, on apprend plus que simple 12 conseils de vie, comme dans un simple livre de développement personnel. Vous allez voir les justifications psychologiques, parfois biologiques, et trop souvent bibliques, qui nous poussent à agir de telle manière, ou alors qui justifient que l'on agisse dans un sens bien spécifique. Le premier chapitre est passionnant. Il compare les homards aux êtres humains. Les homards vivent sur Terre depuis plus de 240 millions d'années. Ils étaient là avant les dinosaures et ils leur ont survécu. Le comportement des homards et la posture qu'ils adoptent est très souvent lié à la quantité de victoires qu'ils ont déjà réussi à obtenir face aux autres homards. S'ils gagnent souvent, s'ils triomphent lors des combats avec les autres homards, ils adopteront une posture spécifique qui sera reconnaissable par les femelles homards et par les autres homards qui les attaqueront moins. Fondamentalement, un homard avec une posture de gagnant aura moins de combats à faire que la moyenne des homards parce que les autres sauront qu'il est fort. Il aura plus de temps pour se reposer, plus de nourriture de qualité et pourra donc plus facilement gagner lors des prochains combats. Cette logique, ce cercle vicieux, existe aussi pour l'homme. Si votre posture montre que vous avez perdu, montre que vous vous êtes résigné, vous allez automatiquement apparaître comme moins confiant, comme moins fort, moins attirant même. Votre posture envoie directement une indication très claire sur votre mentalité. Vous pouvez, en changeant ce simple aspect, en changeant la posture de vos épaules, envoyer un signal différent au monde. On entend souvent, si vous avez déjà lu les livres de développement personnel, on entend souvent ce conseil, celui des postures de victoire. Avant un entretien d'embauche, levez vos bras vers le ciel, ouvrez vos épaules. Il semblerait que les effets d'une telle posture soient principalement psychologiques, soient principalement un effet placebo. Mais ça n'a aucune importance. L'effet placebo fonctionne même si vous savez qu'il s'agit d'un effet placebo. Si vous donnez à un groupe de patients du sucre en leur disant qu'il s'agit d'un médicament, et à un autre groupe, vous leur donnez du sucre en leur disant que ce sucre n'est rien d'autre qu'un bonbon, les deux groupes vont récupérer de la même manière. Même si les gens savent qu'ils sont membres, qu'ils font partie d'une expérience pour tester l'effet placebo du sucre, ils auront les mêmes effets, la même récupération que ceux qui pensaient vraiment qu'il s'agissait d'un médicament. Le pouvoir
de notre esprit est incroyable. Si vous acceptez de changer votre posture pour avoir plus confiance en vous, même si vous savez que ça n'a pas beaucoup d'effet, même si vous savez que c'est psychologique, que ça ne va pas vraiment augmenter votre dopamine sur le long terme, eh bien votre confiance va quand même augmenter. Les autres personnes vous verront différemment et vous aurez plus de chances, plus d'opportunités. Comme les homards confiants ont plus de chances et moins de pénibilité. Si vous êtes au fond du trou, eh bien la vie est difficile. Vous n'avez pas de nourriture, vous n'avez pas de confiance en vous et vous n'avez pas accès aux meilleures situations. Changez ce petit détail. Changez votre posture. Il y a plein d'autres conseils dans ce livre. Un autre qui m'a vraiment motivé, c'est de mettre en ordre votre maison. Si vous voulez essayer de changer le monde, mais que vous n'êtes pas capable de vous organiser vous-même, si vous n'êtes pas capable d'avoir dans votre vie quotidienne une structure et vous n'êtes pas capable d'appliquer ce que vous proposez pour l'ensemble du monde, ça ne va pas marcher. Gandhi disait qu'il faut que vous soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est un peu la même chose. Si vous n'êtes pas capable d'organiser vos finances, ne dites pas comment est-ce que l'État doit arrêter de dépenser inutilement son argent. Si vous n'êtes pas capable d'avoir un comportement écologique, arrêtez de dire à l'État tout ce qu'il doit faire pour qu'il n'y ait plus de pollution en France. Si vous commencez à mettre en place ça dans votre vie, si vous commencez à vous organiser, à mieux prendre en compte, mieux prendre en main votre vie, vous pourrez alors vous rendre compte qu'il est très difficile de changer les choses, de changer les êtres humains, et vous aurez peut-être plus d'humilité sur ce qu'il faut faire au niveau d'une collectivité, d'une commune ou d'un État. Autant je suis d'accord qu'il faille essayer d'appliquer à soi-même, autant que faire se peut les idées que l'on veut voir dans le monde, autant je pense qu'il est presque impossible de demander à tous les fonctionnaires, à tous ceux qui servent l'État, d'avoir une morale privée irréprochable. Je pense que c'est une différence énorme entre les sociétés anglo-saxonnes et les sociétés latines. Les sociétés anglo-saxonnes vont critiquer un dirigeant parce qu'il a eu une affaire, parce qu'il a trompé sa femme. En France, on est tellement habitué à ça que l'on a intégré que les hommes de pouvoir ont pas une carte spéciale, mais ont une tendance à tromper leur femme ou à avoir une morale privée qui est parfois douteuse. Et on accepte qu'il faille différencier les deux et que certaines personnes qui ne sont pas parfaites dans leur vie privée peuvent être d'excellents dirigeants. Il essaie d'appliquer toujours ce non-respect d'une morale individuelle, privée, comme la cause des échecs de la morale publique, de la morale d'un État ou d'une idéologie. Les fascistes et les soviétiques, les communistes en général, étaient mauvais parce qu'ils mentaient, parce que leur fonctionnement était trop idéologique, ils n'essayaient pas d'appliquer à eux-mêmes ce qu'ils voulaient voir dans le pays. Et donc les États-Unis, de l'autre côté, étaient un modèle de vertu. Les États-Unis, je pense, ont autant menti que les Soviétiques durant la guerre froide, et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose qu'à certains moments, ils aient dû mentir pour attaquer, pour défendre leurs idées, pour avancer dans certains endroits. Il est impossible
de gagner contre une entité qui peut pratiquer le mensonge, la traîtrise, si soi-même on s'interdit cela et on n'est pas capable de défendre ses idées avec parfois un peu de malice. Il serait stupide de demander aux États-Unis de gagner contre l'URSS si elle ne peut jamais mentir et jamais bluffer et jamais essayer de trahir ce qu'elle a dit auparavant ou ses alliés à un certain moment. Vouloir dire, expliquer l'accession au pouvoir de ces sociétés par le mensonge me paraît trop simpliste. De la même manière, il utilise énormément de références bibliques pour montrer que ces sociétés sont l'enfer sur terre et que si les hommes dans ces sociétés avaient respecté un peu plus les commandements divins, ils auraient évité Hitler et Staline, hein, grosso modo. Pourtant, c'est extrêmement simpliste et stupide, et à mon avis, le livre, en incitant trop sur les horreurs collectives du XXIe siècle, se trompe. Si les communistes sont arrivés au pouvoir, je pense qu'il faut plutôt y voir un désir, une manière de fonctionner de ces peuples. Emmanuel Todd a montré le lien entre le fonctionnement des familles, le fonctionnement anthropologique des familles dans les sociétés où les communistes sont arrivés au pouvoir et les endroits où effectivement ils ont dominé. Si les communistes ont dominé en Auvergne, c'est pas parce qu'il y avait des milliers d'ouvriers. C'était une région peu industrialisée. Si les communistes sont arrivés en pouvoir en Albanie, c'est pas parce que c'était un endroit extrêmement industrialisé. La même chose au Vietnam, la même chose en Chine et la même chose en URSS. C'est parce que les paysans de ces sociétés, les communistes sont arrivés très souvent au pouvoir là où il y avait des paysans. Les paysans de ces sociétés avaient un fonctionnement anthropologique très particulier, celui d'un père autoritaire qui contrôlait la vie de ses fils et, à la mort du père, une division de ses biens égalitaire entre les fils. Donc, ce fonctionnement avait un intérêt très particulier dans des endroits... alors c'est compliqué à expliquer, mais ça avait un intérêt en fonction de terres peu productives où il fallait diviser entre les membres de la famille, il fallait une solidarité très forte. On ne pouvait pas dire à un de ses fils « tu prends tout le domaine et les autres cassez-vous ». Un peu comme ça se passait au Royaume-Uni. Chaque société paysanne adapte le fonctionnement anthropologique qu'il préfère ou qu'il va adopter en fonction des ressources qu'il y a dans un pays. Le Royaume-Uni, en tout cas les Anglais plus spécifiquement, les Anglais, eux, ont toujours été très libéraux et les enfants pouvaient partir de la maison et très jeunes, si vous aviez 3 fils, vous pouviez donner tout en écrivant dans un testament, tout à un seul fils, vous pouviez diviser entre les 3, vous pouviez être équitable, c'est-à-dire essayer de donner un peu moins à celui qui a déjà bien réussi dans la vie, un peu plus à celui que vous pensez être un peu plus lent ou moins compétent. Donc tout était possible dans les sociétés anglo-saxonnes. Et c'est pour ça que le communisme n'a pas pu émerger aux États-Unis. C'est parce que le fonctionnement anthropologique des paysans anglais il y a plusieurs siècles était extrêmement libéral, que les institutions qui ont été développées au 19e et au 20e siècle ont été très libérales. Le communisme n'est pas
arrivé au Royaume-Uni parce que jamais les paysans ont eu envie de diviser leurs terres, ou n'ont eu besoin de diviser leurs terres entre tous les fils parce qu'il y avait peu de ressources limitées, et avaient besoin d'un système autoritaire parce que l'anarchie aurait entraîné la mort de beaucoup. On pourrait développer énormément sur ce genre de choses, mais il me semble bien plus intéressant de réfléchir anthropologiquement à pourquoi est-ce qu'il y a eu des sociétés fascistes, communistes, plutôt que de dire que les personnes ont péché, que les personnes ont mal agi. Machiavel, il y a plus de 500 ans, enfin, il y a grosso modo 500 ans, disait déjà ça. Il avait conscience du pouvoir terrestre de l'Église. Il parlait de manière rationnelle des confrontations, des relations de pouvoir entre les individus et différenciait la morale publique de la morale privée. Thomas Jefferson nous donne 12 règles pour bien vivre. Il ne nous explique pas correctement pourquoi est-ce que le fascisme et le communisme sont arrivés au pouvoir. Ces règles vont fonctionner pour vous. Ces règles vont vous donner un cadre pour mieux vivre, pour mieux vous organiser et pour avoir confiance en vous. Cherchez-les sur Internet. Essayez de lire ce livre pour vous changer vous, pas pour changer le monde ou pour comprendre pourquoi les horreurs du XXe siècle sont arrivées. Il y a encore beaucoup de livres intéressants sur ma table de chevet. Je vous laisse. Faut que je lise. Oui, tu dis faut que je lis, moi. Faut que je lis. Bon, tu connais la musique, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, un petit pouce, ou tu regardes une autre vidéo. À demain.